Bonjour à tous, capsule juridique numéro 179 du 4 octobre 2023. Je vais vous parler aujourd'hui des USA et de l'Italie. Et s'il y a un petit peu de bruit de fond par moment, j'en suis désolée, mais j'enregistre dehors. J'ai pas le choix aujourd'hui. Voilà, alors aux USA tout d'abord, une plainte sous forme de class action a été déposée au nom d'un grand nombre de personnes pour demander un procès avec jury. Parmi les plaignants, il semble y avoir également des citoyens européens. La plainte est déposée devant la Cour supérieure de l'État de Californie contre la société Gilead. Elle a pour objet les dégâts causés par le remdesivir, aussi appelé Veklury. Les victimes sont soit décédées, représentées évidemment alors par leur famille, soit ont subi des lésions physiques graves à la suite de l'administration du médicament. Pour ceux qui auraient pris le train en marche ou qui confondraient les noms des différents médicaments dont il a été question depuis 3 ans, le remdesivir est donc ce médicament très onéreux présenté courant 2020 et 2021 comme un remède miracle contre le Covid, acheté en quantité pour des centaines de millions d'euros par l'Union européenne notamment, avant qu'une étude n'empêche qu'il soit utilisé car trop toxique. Mais malgré ça, il fut utilisé partout dans le monde et, à mon avis, surtout aux USA. L'histoire de ce médicament est d'ailleurs intéressante et vous trouverez pas mal d'infos dans l'ouvrage de Robert Kennedy Jr., Le véritable Anthony Fauci. Ça, c'est le titre de l'ouvrage, j'en ai déjà parlé d'ailleurs. Une partie d'un chapitre de ce livre est consacrée au remdesivir, puisqu'au départ, le médicament avait notamment été testé contre le virus Zika, mais n'avait jamais été approuvé puisqu'il était inefficace. Je cite Robert Kennedy Jr. dans son ouvrage. Après la disparition de la menace Zika, dit-il, le NIAID, ça c'est donc l'organisme que dirige Fauci, a consacré quelques 6,9 millions de dollars à l'identification d'une nouvelle pandémie contre laquelle déployer le remdesivir. En 2018, Gilead a fait participer le remdesivir à un essai clinique financé par le NIAID contre Ebola en Afrique. C'est ainsi que nous savons qu'Anthony Fauci était parfaitement au courant de la toxicité du remdesivir lorsqu'il a orchestré son approbation pour les patients Covid. Le NIAID a parrainé ce projet. Fin de citation. Je précise que dans l'essai au Kenya contre Ebola, ils constatèrent qu'en plus d'être inefficace, le médicament était hautement néphrotoxique, donc toxique pour les reins. Mais comme il fallait bien le renflouer quelque part, j'imagine, l'épidémie de Covid était une excellente opportunité. C'est une extrapolation de ma part, mais je crois que je ne dois pas être loin de la vérité. En 2021, au niveau européen, l'Agence européenne du médicament tenta de le faire passer en force malgré un avis préalable de l'OMS qui donnait un avis négatif. Et donc l'Agence européenne tentait de le faire passer en force, je vous disais, pour les patients qui n'étaient pas encore en détresse respiratoire. Tant qu'à bousiller les reins, autant sans doute y aller de façon précoce. Alors revenons à présent à notre procédure américaine. Différentes infractions sont avancées. Violation de la loi sur la concurrence, violation de la loi sur la protection des consommateurs, faux et usage de faux, publicité trompeuse, déclaration erronée par négligence. En substance, les plaignants reprochent bien sûr à Gilead d'avoir poussé le positionnement de leurs produits malgré l'existence de traitements précoces, notamment l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, le zinc, les vitamines, etc. Ils font état de plus de 1000 récits de témoins oculaires de l'hôpital pour des mauvais traitements. Ils soutiennent que les décès dus à l'administration de ce médicament sont intervenus dans des circonstances dans lesquelles aucun consentement éclairé n'a été recueilli par l'équipe de recherche. Ils soulignent aussi que la FDA n'a jamais consulté le comité consultatif sur les médicaments anti-infectieux comme elle aurait dû le faire au moment où elle a autorisé en urgence la prescription du remdesivir pour les malades du Covid, avant même d'ailleurs de délivrer ensuite une autorisation complète qui fut dans un second temps élargie pour inclure l'utilisation pédiatrique et ambulatoire, donc hors hospitalisation. La plainte revient ensuite sur l'historique de cette molécule, c'est-à-dire en fait ce que je vous ai expliqué en substance il y a quelques instants, avec les essais au Kenya, etc. Et je vous renvoie au texte de la plainte pour en savoir plus si vous le souhaitez, affaire à suivre. Alors j'ai du mal à comprendre en ce qui me concerne pourquoi l'OMS et la FDA ne sont pas, et même peut-être pourquoi pas l'Agence européenne du médicament ne sont pas également cités avec Gilead pour faire valoir leurs arguments, mais j'imagine qu'il y a une raison juridique ou tactique, ça l'avenir nous le dira peut-être. Aux USA toujours, une série de députés se réveille publiquement et met en garde contre le traité OMS dont la signature est envisagée pour mai 2024. Je vous mets à ce sujet sous ma capsule un lien vers une vidéo qui évoque cette information. Il demande également à ce que les USA quittent purement et simplement l'OMS. Dans cette vidéo, vous verrez une intervention publique des députés américains qui soutiennent cette mise en garde pour différentes raisons, tenant à la fois à la santé elle-même, au sens propre, mais aussi à l'enseignement de la sexualité aux enfants sur préconisation, je mets ça entre guillemets, de l'OMS, etc. Il y a une transcription sous la vidéo. Alors la vidéo elle-même est doublée en français, celle dont je vous mets le lien. Je vous mets aussi le lien d'origine de cette vidéo qui était uniquement en anglais. Et il y a également sous mon premier lien une transcription qui vous donnera aussi l'identité des différents députés, si ça vous intéresse, qui prennent la parole dans la vidéo.
En Italie à présent, une info dont j'attendais de vous parler car la décision a été publiée sur un site privé d'observation de la jurisprudence italienne et j'attendais d'avoir le temps de chercher des confirmations sur la réalité de cette décision. C'est à présent chose faite. J'indique aussi dans mes liens l'un ou l'autre article de la presse italienne qui évoque cette affaire. Un tribunal du travail statuait à propos d'une demande formulée par un employé non vacciné qui avait été suspendu pour cette raison. L'employeur a été condamné à payer l'ensemble des salaires ainsi que des dommages et intérêts et les frais de justice de l'employé. Le juge précise qu'il ne tranche pas sur la légitimité de l'obligation vaccinale elle-même, mais sur celle de la suspension du contrat de travail du demandeur. Rappelons que l'obligation vaccinale en Italie était imposée à tous les salariés de plus de 50 ans, tous domaines confondus. Quelques extraits de la décision, je cite. En effet, considérant que l'État italien est fondé sur le travail, article 1er de la Constitution, et que celui-ci se fonde non seulement sur la dignité professionnelle, mais aussi sur la dignité personnelle de l'être humain, qui veut se maintenir avec ses propres forces. Un peu plus loin. Les revenus du travail constituent pour l'essentiel un revenu de subsistance, sans lequel nous glissons vers la dégradation et la dépendance. En fait, la raison évidente pour laquelle il est exigé que le travailleur soit vacciné est pour que sur le lieu de travail ne puisse pas être une telle source de risque pour ses collègues ou pour les tiers particulièrement exposés. Étant donné que le travailleur non vacciné, contrairement aux vaccinés, exposerait les autres personnes avec lesquelles il entre en contact sur le lieu de travail au risque d'infection par le SARS-CoV-2, il ne doit pas être présent sur le lieu de travail. C'est le fondement et donc la limite d'application de ces règles déjà clairement exprimées. Selon l'interprétation littérale, la vaccination obligatoire est celle qui vise à prévenir l'infection. Un peu plus loin. De plus, il s'agit d'une interprétation constitutionnellement imposée, car c'est le fondement qui à lui seul pourrait justifier une discrimination aussi importante. Cette base n'est pas présente dans le cas en question. Les vaccinés, avec les médicaments actuellement disponibles pour la population italienne, comme les non-vaccinés, sont infectés et infectent les autres. Il n'existe aucune preuve scientifique démontrant que la personne vaccinée avec les produits actuellement sur le marché ne sera pas infectée et ne s'infectera pas elle-même. D'ailleurs, la réalité des faits a démontré le contraire. L'expérience commune de chacun, personnel, famille, cercle de connaissances, confirme le fait évident qu'à l'heure actuelle, ceux qui n'ont pas été vaccinés peuvent être infectés et infectés, tout comme ceux qui ont reçu une dose, 2 doses, etc. et donc infecter les autres. Un peu plus loin, il est donc clair que puisque l'hypothèse selon laquelle certains travailleurs peuvent accéder au lieu de travail et que d'autres ne peuvent plus exister, la suspension du requérant justifiée par le fait qu'il n'a pas été vacciné est totalement infondée. Par souci d'exhaustivité, il convient de noter que tout acte administratif imposant une telle discrimination, qui comme indiqué n'est pas prévu par le droit primaire, serait contra legem, donc contre la loi, et devrait être inappliqué. C'est pourquoi nous n'expliquons pas le bien fondé de l'efficacité ou non des vaccins pour la santé publique, ni la légitimité ou non de l'obligation vaccinale, mais nous soulignons comment l'interdiction d'accès au lieu de travail pour le travailleur vise à éviter la contagion, et non ses conséquences, à ses collègues. Or, si le travailleur vacciné comme le non vacciné s'infecte et infecte les autres, il ne peut pas bénéficier d'un traitement différent de celui du non vacciné, du moins du point de vue de l'accès au travail. Fin de citation. Comme le dit l'article dont je mets également le lien sous ma capsule, je cite à nouveau, cette décision constitue un précédent important qui pourrait ouvrir la voie à la suppression d'autres mesures discriminatoires adoptées concernant la vaccination obligatoire. En particulier, l'arrêt pourrait être utilisé pour contester la suspension de travail des fonctionnaires non vaccinés, prévue par l'article 4 d'un décret législatif de 2021. La décision du tribunal du travail est un signal positif pour la démocratie et pour la protection des droits des travailleurs. Concrètement, la décision pourrait conduire à la réintégration des travailleurs non vaccinés qui ont été suspendus de leur travail. En termes symboliques, cet arrêt représente une reconnaissance importante de la liberté individuelle de choix et de la protection des travailleurs. Cette décision a été saluée par beaucoup qui y ont vu un pas en avant important dans la protection des droits des travailleurs et de la liberté de choix individuelle. Fin de citation. Donc très bon jugement, j'ignore si, alors c'est pas très clair, ça m'a tout l'air d'être un tribunal du travail, donc première instance, il est probable qu'une cour d'appel puisse éventuellement être saisie. La décision datée du 13 septembre, donc j'imagine que s'il y a un appel, on sera informé d'une façon ou d'une autre. Et voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'ai une petite citation pour terminer, puisque apparemment ça plaît. Alors je vous la livre, je cite, « N'argumente jamais avec quelqu'un qui possède une télévision plus grande que sa bibliothèque ». Fin de citation. Et c'est une citation attribuée à Emilia Clarke, qui, si je ne me trompe pas, est une actrice. Voilà ce que j'avais donc pour vous aujourd'hui. Tenez bon, résistez, n'obéissez plus, et à bientôt. Au revoir.